Alors bonjour professeur Dortiquier, bonjour Michael. Alors Bonjour, nous messieurs. revoilà Oui, alors nous revoilà pour, discuter un petit peu de l'actualité et des thèmes qui nous tiennent à cœur en ce moment. Donc je voulais aborder différents thèmes avec vous. Donc à l'issue du discours de Macron, la prolongation du confinement de un mois et les risques qui y sont liés, et surtout si ce n'est pas le dernier. Le deuxième thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est bon, la dictature en marche avec oui, l'opération d'ingénierie sociale oui, qui s'opère tout de même au niveau de la population qui, j'ai l'impression, accepte la situation finalement, oui, avec une atteinte aux libertés fondamentales. Et puis en parallèle, on voit aussi le Code du travail qui est, lui, réduit en miettes. oui, Et dernier point, donc on en avait déjà parlé, Pierre, la dernière fois, c'est l'insurrection ou la soumission de la population. Qu'est-ce qu'il va se passer réellement? Comment va réagir la population? Parce qu'on voit tout de même, malgré la prolongation du confinement, on voit tout de même que la population commence à sortir et commence à prendre certaines libertés. Donc voilà, j'aimerais aborder tous ces sujets-là avec vous et je vous laisse la parole. Eh bien, merci bien. Je l'apprends comme étant peut-être certainement le plus âgé. Bien Donc, sûr, oui. Allez-y, celui qui a allez-y. vu le plus de malheur encore, oui. Et je dirais que cette prolongation du confinement, de l'enfermement qu'on avait, elle a déjà, elle fait, enfin, elle est la suite d'un désastre social, économique, évidemment, puisque nous avons arrêté le pays. Nous, c'est-à-dire qu'il y a l'État, bien sûr, mais la population, comme vous l'avez marqué, dans son ensemble, suit le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'elle est non pas volontaire, non, mais affaiblie. Elle est désorientée et elle n'a pas la capacité, évidemment, euh, de par ses institutions, de par ses manières d'agir, de vivre, la possibilité de s'exprimer ou de prendre des décisions locales. On attend tout ici, en France en particulier, d'un point central. Ce point central est toujours jalousé, mais il est nécessaire à l'action, à la vie. Je n'ai pas reçu d'instruction, me disait-on quand j'étais au lycée. Mes autorités disaient, je ne sais pas quoi faire, nous n'avons aucune lumière là-dessus. Enfin, lumière, évidemment, c'est moi qui le dis, mais c'est ainsi, je crois que la situation en France est celle justement d'une paralysie progressive, hein, pour des décisions. Alors, c'est l'antithèse de ce qu'on entendait à la fin du mouvement des Gilets jaunes, lorsque se répandait on peut dire ce slogan, oui, ce cri de guerre, vous savez, c'est le sens de slogan, Schlagen en allemand, c'est donné en écossais. Ce slogan, c'était la démocratie participative. Or là, on s'aperçoit que, bon, des mots, démocratie soit, mais participative, je ne vois pas du tout les modes de participation aux décisions. C'est-à-dire que quand on participe à une décision, c'est qu'on est capable soi-même de prendre une décision dans son domaine propre, privé. Et Mhm. donc, on ne fait qu'ajouter, disons, des actes. Ce n'est pas le cas. Il y a une passivité de la population et surtout, il faut dire les choses le plus simplement possible, une crainte, une terreur. Oui. Euh, je vois, mais quand j'ai peur même de répondre euh, à des questions de vieux camarades, hein, des vieux camarades, des gens que j'ai connus quand ils avaient 17 ans, 18 ans, ou même un peu moins, au collège. J'étais au collège des Jésuites, bon, et puis je les ai vus grand-père, etc., puis ensuite arrière-grand-père, et ils sont véritablement, euh, comment dirais-je, affolés, affaiblis, incapables même de comprendre. Ils ne veulent pas, disons, réfléchir sur les données de la situation actuelle. Ils ont peur, comme ils ont peur on leur a fait peur avec le climat, un peu moins, plus ou moins, on leur fait peur avec bon, l'immigration, oui, on leur fait peur avec l'immigration, avec l'islam. Mhm. Quoique même, j'ai beau leur dire que
qu'ils étaient favorables à la conquête de l'Algérie et que c'est normal que si on conquiert l'Algérie, ben, l'Algérie soit chez nous, évidemment. C'est tout à fait normal. Ça, ils ne le comprennent pas parce qu'il y a une sorte de difficulté à aussi avoir une opinion privée, à, disons, à agir. On manque en réalité d'individualité. Et je ne peux pas du tout dire, par exemple, que je doute, je peux aller plus loin, de la réalité de ce virus. En tout cas, quel que soit ce qu'on peut en dire, on a vu une émission italienne, par exemple, de 2015, je crois, disant, parlant de Oui, cette préparation qui est intéressante, qui a été d'ailleurs l'objet oui, je l'ai regardé. vous connaissez sur la musique, Oui, oui. une interpellation, et que Conte lui-même en Italie, bon, l'a laissé passer de côté. Bon, je pense que c'est beaucoup plus grave qu'on ne le croit, c'est-à-dire dans ce sens, dans le sens où il y a, à mon avis, les thèses, comme on disait en philosophie, chaque thèse par elle-même ne se tient pas, mais alors il y a trop de paradoxes, mais si on fait une sorte d'éclectisme, si vous voulez, si on met un peu de l'un, un peu de l'autre, on peut arriver à approcher de la réalité. Et alors là, ça devient, on n'ose pas le faire parce que euh, le, la synthèse qui en est tirée est redoutable. C'est-à-dire qu'on voit de toute façon que le résultat, si on ne peut très bien connaître, saisir les causes, on voit au moins les effets. Alors, l'effet, c'est la passivité de la population, puisque peut-être vous pouvez le traiter, on pourra le traiter après. Et cette passivité peut entraîner évidemment des sortes de jacqueries, c'est-à-dire comme on disait autrefois au Moyen-Âge, c'est-à-dire euh, des révoltes sans lendemain, c'est-à-dire des excès, si vous voulez, oui. Oui, bien sûr, comme autrefois, je me rappelle, enfin, je lisais, puisque nous parlons librement, là, je lisais l'ancien chancelier, rassurez-vous, enfin, Metternich, hein, et Metternich, il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi les ouvriers à Lyon se mettaient à, à détruire leurs machines. Oui. C'est vrai que c'était très difficile à comprendre. C'est arrivé un peu en Silésie, je crois, mais enfin, c'est très difficile à admettre comme conduite. Bien, et alors là, nous sommes en train aussi de détruire les machines que nous avons. Oui, Je crois que c'est une forme suicidaire en réalité. C'est-à-dire que cette société n'a pas été très forte, historiquement parlant, et que confronté à un mouvement qui est un mouvement de diminution, c'est un mouvement de diminution des libertés personnelles, des initiatives personnelles. Et là, je crois que les gens, ils sont conduits parce ils ont eu la volonté un peu laminée, si vous voulez, par la société de consommation de produits d'ailleurs de très mauvaise qualité, avec des pensées à courte vue, des distractions qui sont futiles, mais pas futiles dans le sens de la qualité, c'est-à-dire c'est des distractions ou des manières de vivre, de se plaire de se plaire, disons, mais qui sont bornées, qui sont un peu trop superficielles. Alors, si vous accumulez des réactions, des conduites superficielles toute une vie, évidemment que dès qu'il arrive un événement important, une catastrophe par exemple, eh bien évidemment vous n'êtes pas du tout prêt. C'est vrai que aujourd'hui, je crois qu'on est prêt, au contraire, à quoi sont-ils prêts? C'est-à-dire à accepter toutes les diminutions, bien sûr, qui sont inévitables, hein. Nous en avons parlé la fois dernière de revenus, diminution de la monnaie, diminution du travail, et ils sont prêts eux-mêmes à accepter ce qu'on leur a proposé, c'est-à-dire ce fameux salaire, j'appelle ça le universel. salaire soviétique, hein, c'est-à-dire ce salaire universel, qu'on dit universel, mais enfin qui est une sorte de, je dirais même, côté, je peux vous le dire, bien sûr, enfin, je trouve que c'est ça véritablement ce qu'on appelait avant, ce qu'on appelle le communisme. D'ailleurs, je Oui, demandais à mes camarades de Viet, Damien, qui est mort il y a 2 ans, c'est lui qui m'a appris un peu d'allemand autrefois. Il a commencé à apprendre l'allemand, puis il était bon wagnérien, il était un bon pianiste. Son frère était à la Polytechnique, enfin, c'était un homme qui était, des gens qui étaient sympathiques, évidemment. Et il me disait que, je lui demandais qu'est-ce que c'était pour toi que le communisme, parce qu'il était très anticommuniste et très anti-américain, et les deux. Il disait que les Américains avaient favorisé le communisme, bien sûr, évidemment, au Vietnam, puisqu'ils avaient éliminé les nationalistes, bien sûr. Et il disait, c'est le partage du sous-développement.
Eh bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire que pour être plus près l'un de l'autre, eh bien, on affirme, pour être solidaire, si je puis dire, eh bien, on diminue sa propre individualité, par là même sa propre responsabilité. Euh, et puis, si ça ne marche pas très bien, parce que ça ne marche pas très bien, eh bien, on a la solution de la psychologie, la solution du curé moderne, si vous voulez, du pasteur moderne, si vous voulez, c'est-à-dire des gens bon, qui vous rappellent de temps en temps que vous avez, non pas une âme peut-être, parce que c'est trop haut pour eux, mais enfin, disons, une certaine force mentale. Et donc, ils vous font survivre. Hein. Et je crois que les gens, je termine là-dessus, je crois que les gens sont maintenant engagés dans un processus de survie avec une, on dit solidarité, je crois au contraire, un très grand individualisme. Individualisme dans le sens d'égoïsme, monsieur. Vous voyez. Et Oui, bien puis, sûr. je crois qu'il y a également une séparation des générations qui est déjà cultivée dans les classes et autres, c'est-à-dire qu'on coupe évidemment le troisième âge des autres secteurs. On n'a plus cette idée, cette liaison qui était antique, enfin, en admettant l'Antiquité, mais enfin, disons, il y a une part de vérité. Et dans cette Antiquité où les jeunes gens et les vieillards discutaient dans Platon, par exemple, tout ceci n'existe plus. Euh, C'est-à-dire qu'on ne cherche plus les racines de la vie. Voilà. Alors, on cherche à vivre au jour le jour et même à mépriser, si je puis dire, à mépriser des conditions d'existence. Bon, c'est-à-dire que vous aurez on vous vendra pas des remèdes, mais oui, des sortes de vaccins qui sont des vaccins de drogue. Vous voyez, c'est tout. C'est-à-dire qu'on vous dira, bon, vous n'y arrivez pas, mais vous avez ce produit qui, Qui va vous aider. bon, en somme, si je puis dire, nous allons assister à une euthanasie progressive. Voilà. Je crois que c'est cela. Et puis ensuite, je pense que parmi les conséquences, il y aura une diminution, ça je dis dans les quelques années, dans les 10-15 ans à venir, si nous sommes toujours là, bien sûr, si le monde est toujours là, nous aurons une diminution, bien sûr, de l'âge de la vie, c'est-à-dire une moyenne de vie qui se situera autour de la soixantaine, c'est ce qu'a dit Jacques Attali. Attali. Oui, et je crois que ceux-ci, ils le savent. C'est pas qu'ils le veulent, ils le savent parce qu'ils ont tiré les conséquences de la manière de vivre depuis déjà, depuis la fin de la guerre, quoi. Ils sont depuis là, il faut bien le dire, depuis les années 50, 60. Euh, bon, je peux dire de cette période-là qu'elle tenait justement parce qu'il y avait encore une certaine. Quand j'étais par exemple à l'université, j'avais des professeurs qui avaient né en 1900 par là, qui avaient à peu près la soixantaine. Bon, ils tenaient, mais je m'apercevais, je me suis aperçu rapidement qu'arrivé en 68, une fois eux ôtés, eh bien, il n'y avait rien derrière. C'est-à-dire qu'ils avaient été formés avant la guerre, mais que le lendemain de guerre a été évidemment catastrophique. Alors, comme il y avait déjà des anciens, des gens qui étaient capables d'écrire des manuels, de donner quand même des choses solides, ben, on a continué sur une voie, comment vous dire, par inertie. C'est-à-dire que le mouvement était déjà lancé, mais quand cette génération est partie, maintenant vraiment, je les vois sous mes yeux, disons. Eh bien, ils n'ont pas été remplacés parce qu'on avait coupé la culture, évidemment. On a coupé la culture, à mon avis, dans les années 55-60. Et bon, je peux dire ce que disaient les camarades à l'époque, mes camarades de préparation, enfin, que quand ils sont rentrés dans les gouvernements avec De Gaulle, etc., ils ont dit, ben, la gauche, nous laissons à la gauche la culture et nous occupons de l'économie. C'est-à-dire la culture, l'éducation de la volonté, si vous voulez, la manière l'art de travailler, l'art, disons, de rester seul avec soi-même. Voilà. Tout ceci a été effacé et aujourd'hui, nous avons affaire à une masse craintive et qui peut devenir même cruelle, si vous voulez, mais cruelle un certain temps. C'est-à-dire que vous aurez peut-être, oui, euh, des choses qui ressemblent, par exemple, des accès de violence, qui ressemblent aux accès de violence individuels que l'on voit Oui. quelquefois quand on voit quelqu'un qui abat des personnes dans un campus et autres, voyez. Vous aurez, disons, des mouvements qui seront de la pathologie. De la pathologie, je dis sociale, parce que quand je vois des gens qui manifestent, et, évidemment pour de bonnes raisons, mais quand vous les interrogez, vous ne savez pas très bien, vous dites, mais qu'est-ce que vous voulez?
et que les gars vous regardent en me disant la question c'est pas de vouloir quelque chose, ça c'est moi qui traduis, hein, mais la question c'est qu'on se débarrasse des pourris, bah, je dis des pourris, vous savez, ça fait des millénaires qu'il y a des pourris, donc est-ce que vous pourriez quand même essayer de préciser? Non, alors on vous demande ce que vous faites, bon évidemment, aussitôt dès que vous dites ce que vous avez fait, il vous regarde avec sympathie peut-être, mais disons que je crois qu'on va euh, euh, on va, disons, et c'est ça qu'on ne voit, on va voir, disons, un abaissement, un effondrement de la société et un effondrement des revenus, bien sûr, mais cet effondrement des revenus viendra d'une incapacité, à mon sens, de viser plus haut. C'est-à-dire qu'on va faire des gens craintifs, comme on dit, oui, des gens craintifs qui n'ont pas confiance en eux-mêmes et qui seront peut-être exigeants. Dans certains domaines, ils exigeront ceci ou cela, mais exiger, c'est pas possible. Si vous ne pouvez pas produire une richesse, vous ne pouvez pas exiger qu'on vous la donne, hein. Moi, j'ai connu le monde des artisans. Bien, là, disons, ils exigeaient, ils réclamaient de la justice quelquefois, mais disons qu'ils produisaient tout par eux-mêmes. Les paysans étaient des formes d'artisans, ils produisaient par eux-mêmes. J'ai vu cette génération des paysans disparaître dans le sud-ouest, par exemple, en 60, endettés, vous savez, par le crédit agricole, etc. Et j'ai vu ces fermes disparaître, mais rapidement, en 3 ans, 4 ans. Vous voyez. Et là, je m'aperçois que c'est une nouvelle étape, parce que, disons que je vois ceci, je ne vais pas trop prolonger, mais je vois ceci, cette épreuve d'aujourd'hui, comme une étape, comme une descente, si vous voulez, de marche. Et je ne crois pas que l'on puisse s'en sortir. Sur le plan français, bien sûr, on connaîtra quand même certainement une amélioration obligée, mais je ne crois pas qu'on pourra retrouver le rôle de grande puissance que nous avons ambitionné. Je ne le crois pas. Je crois que nous allons aller vers une certaine désagrégation de l'Europe, certaine désagrégation, et une ouverture vers ce qu'on appelle la Méditerranée. Et là, on verra, mais ça, c'est une proposition que je vous fais qui est évidemment peut-être pas osée, non, mais enfin, je pense que le véritable sens à long terme, pas à court terme, de l'immigration que l'on connaît, c'est une recolonisation de la Méditerranée. Voilà, c'est-à-dire qu'on a voulu former des gens à la manière française ici, et pour pouvoir réimposer, évidemment, ce que nous avions imposé pendant des années. C'est-à-dire que cette période, disons, que j'ai connue, évidemment, d'autonomie en Tunisie, en Algérie, etc., tout cela, va, à mon avis, disparaître au nom de nécessités quelconques. Et je pense, mais ça, c'est l'opinion qui est dans ce que j'appelle le Maghreb profond, hein. Quand je discute avec mes camarades, enfin que j'ai connus à l'âge de 20 ans, sont des chirurgiens, comme ça. Beaucoup sont des chirurgiens ou des architectes. Ils me l'ont dit, ils m'ont averti depuis des années que nous allons aller vers une sorte de deuxième présence, si vous voulez. Et bien sûr, que tout ce qui sera le nord et l'est sera considéré un peu comme nécessaire comme voisinage, mais disons que cette sorte d'union franco-allemande, par exemple, qui avait été énoncée par Adenauer, surtout, et de Gaulle et Adenauer, bon, tout ceci est une chose qui, à mon avis, va baisser, bien sûr. Ça, c'est une... Et bon, ça, bien sûr, j'en prends mon parti, mais je ne crois pas que... Je crois donc que nous allons aller vers une sorte de misère, si je puis dire, misère partagée et misère acceptée, parce que les ambitions humaines seront, comment vous dire, plus individuelles. On marchera l'un sur l'autre, si vous voulez, et on se compte en disant que c'est un peu comme à la loterie, quoi. Chacun croira pour gagner le gros lot, et finalement, bon, beaucoup de gens seront laissés en route. Ce qui arrive malheureusement aux personnes âgées aujourd'hui, eh bien, va arriver bien sûr aux gens plus jeunes et même à la jeunesse qui elle-même, vous l'avez vu avec le confinement maintenant, enfin on va lui donner le baccalauréat, enfin c'est effrayant, c'est quelque chose que moi je vois comme un crime, bien sûr, parce que vous savez l'habitude que nous avons, c'est, mon âge je le veux aussi, mais enfin dans l'enseignement on projette quand même, on dit voilà comment pourront-ils se débrouiller dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, beaucoup de générations sont sacrifiées. Bien sûr, elles sont sacrifiées, c'est-à-dire elles sont étranglées, si je puis dire. Voilà.
Et qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez passer un examen? Moi, je vois, je prépare quelqu'un pour un examen, une amie, là, un examen de, comment on appelle, euh, par téléenseignement, tout ça. Bon, Le euh, CNED. oui, le jury est là, mais qu'est-ce que vous voulez que le jury pose une question en téléenseignement? Enfin, euh, c'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. Euh, et alors, ça fait, bon, tout ça, c'est bâclé. Tout ça, c'est bâclé. Alors, on disait, ceux qui ont de l'argent, bien sûr, ceux qui ont de l'argent, beaucoup d'argent partiront. Oui, c'est vrai, ils sont peu nombreux. Nous allons, enfin, tout ceci, évidemment, il y a une opération psychologique aussi. C'est-à-dire que nous allons baisser, bien sûr, en qualité, et nous allons vivre, c'est le dernier mot, sous une sorte d'hypnose. Vous voyez? C'est-à-dire Oui, une sorte de hypnose. sidération. Oui, le sidération. Le mot, d'ailleurs, Oui, aussi sidération. est bien choisi. Il me vient spontanément à l'esprit souvent. C'est une stupeur et une sidération. Et peut-être, je vous ai donc fait un peu ce tableau, mais si, je crois que vous pourriez, Michael pourrait ajouter vous aussi, hein, mais moi, je vous ai donné, disons, je suis pessimiste. Alors, sur ce pessimisme-là, euh, ce pessimisme, disons, me renvoie à un cours, disons, que j'avais en 60, et je me rappelle très bien le professeur était là, il nous dit, quand il citait Kant, vous savez qu'on était très attaché à la philosophie allemande en 60, et classique, hein, et il disait, Kant disait, je crois que c'est dans les Prolégomènes, que dans ses cours, hein, que publié, que après une catastrophe, si une catastrophe ou une barbarie recouvre le monde, les premières questions que l'on se pose, c'est pas des questions de survie, c'est des questions métaphysiques. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Quel est mon sens, le sens de ma vie, etc. Et je crois que c'est quand on sort, il dit, quand on veut sortir de après, je dis bien après la catastrophe. Mais nous, nous ne sommes pas après la catastrophe. Nous rentrons dans la catastrophe. Et dans cette catastrophe, on ne se pose plus de questions de savoir d'où nous venons, où nous allons, quel est le sens de la vie, etc. Pas du tout. Vous verrez que ça, c'est une des conséquences également de cette mise en, il faut bien dire, cette mise en tutelle quoi, de la population. Mais on parle de la servitude volontaire, oui, on reprend, vous savez, ce terme de la Renaissance. Oui, c'est bien dit, mais disons que je dis que c'est une sorte de volonté de diminution, évidemment, on veut vivre plus bas, et pas plus longtemps, mais plus bas, c'est-à-dire moins souffrir. Et ça, c'est une éducation qui a été donnée déjà à une partie de la jeunesse, des générations, disons, passées. On veut, disons, avoir le minimum de dépenses pour le maximum de bénéfices. C'est pas possible. C'est mais je crois que quand on critique l'éducation qu'on a eue, ou le milieu qu'on a eu, en fait, il nous prépare à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'était déjà des premières marches et que ce que nous subissons maintenant, qui rend, évidemment, qui ahurit beaucoup, qui étonne énormément des gens peu sensés, eh bien, c'est une suite justement de la faiblesse, faiblesse cultivée, euh, superficialité. Euh, je dis toujours une dernière chose, mais je vois pendant la ville de Toulouse, j'ai passé ma jeunesse à Toulouse, évidemment, même plus que ma jeunesse, mais à part Paris, quoi, il y avait Paris et Toulouse. Mais je vois à Paris comme à Toulouse, quand j'allais toujours dans les librairies d'occasion. Je regardais, ces librairies d'occasion n'existent plus. Elles sont fermées. Non. Puisque je parle toujours, quand je pense à Michael, c'est à l'Alsace, toujours. Mais quand je vois la seule librairie allemande qu'il y avait, je la connaissais. Bon, elle a fermé par manque de clients. Vous voyez, c'est pour vous dire quand même. Bien. Eh bien, il y avait, j'allais rue du Thor à Toulouse, j'avais des amis, je discutais toute la journée avec eux, des libraires. Et maintenant, ils ont fermé. Il y a eu des reprises, mais non, il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas de. Et alors, bon, ben, il est certain que ça ne pouvait produire que des générations qui soient naïves, et qui s'imaginent être des cyniques alors que ce sont des naïfs, et qui évidemment vont à l'abattoir, bien sûr. C'est pas, on va pas. Moi, je pense que ça peut se déboucher plus tard sur. Il y a encore des choses à dire, mais on on parle souvent d'une tyrannie, une tyrannie qui durait quelques années, et ensuite ça se terminait par un conflit. Mais si jamais il y a un conflit, ce n'est un conflit général, je veux dire.
ce n'est pas du tout pour pouvoir sortir de cette tyrannie, c'est pour pouvoir l'établir durablement. Vous voyez? Parce que nous allons diminuer en nombre et les survivants, évidemment, seront encore. Regardez comment les gens sont dociles aujourd'hui en temps de paix. Vous imaginez leur docilité s'il arrive une catastrophe. Voilà. Ça, on ne le voit jamais ça de près. Et à mon avis, je crois que les peuples ou les peuples qui résistent sont peu nombreux. Hein. Je ne crois pas que ce soit la Chine qui résiste, loin de là. Enfin bon, ça c'est autre chose. Là, je déborde, bien sûr. Mais je suis très, très pessimiste. Là. Pas pessimiste, mais réaliste, quoi, disons. Mais je vois que c'est le triomphe véritablement de la bassesse, quoi, aujourd'hui. Et du mensonge, évidemment. Quand vous voyez quand même qu'un régime communiste comme le régime chinois se prétend être maintenant la fabrique du monde. Enfin, ça montre quand même qu'il y a quelque chose dans le scénario qui n'est pas très net, vous voyez. Bon, et alors là, on le suit et je trouve qu'évidemment, on perdra beaucoup de monde, bien sûr, c'est sûr. Mais surtout, disons, puisque c'est notre devoir, c'est de nous occuper, bien sûr, des familles ici de l'Europe. Je crois que nous aurons beaucoup à subir, justement, surtout en France, surtout en France. Ce qui s'est passé en Allemagne et dans le Nord, bon, évidemment, est plus optimiste, mais ça, il s'agit d'une réaction naturelle, spontanée, de gens qui vivent davantage en communauté. La société repose sur le sens de la communauté. Bon, plus ou moins, bien sûr, tandis qu'ici, pas du tout. Ici, c'est vraiment l'égoïsme total. C'est pour ça qu'on est révolutionnaire. Par rapport au comportement qui se produit en France, il y avait aussi un sujet que je voulais aborder avec vous. Parce que je vous en prie. Par rapport à l'éducation nationale, donc Macron parlait d'une reprise de l'école. Oui. Et donc ça fait bondir pas mal de monde, parce qu'il y en a qui sont plutôt pour et d'autres évidemment contre. Oui. Et moi, je me suis posé une question, et je me suis dit, il y avait quand même des questions à se poser sur le retour à l'école. D'une part, moi je me disais, bon, ça permettait peut-être de sauver les enfants de l'enfermement, des violences, du décrochage scolaire et puis de l'ennui aussi, mais aussi permettre aux parents de reprendre leur travail. Et ça, c'est mon côté un petit peu pessimiste. Je me demandais si retourner à l'école, c'était pas aussi remettre nos enfants aux mains de l'État, qui pourrait de surcroît les retirer aux familles beaucoup plus aisément. S'il y avait le moindre soupçon de maladie, de symptômes. Parce que dernièrement, l'OMS a fait une déclaration très surprenante sur le retrait, enfin la séparation des familles de maladies. Et quand on parle de séparation, on parle bien évidemment de séparation des enfants de leurs parents. Oui. Et, moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que moi, personnellement, je pense que la reprise de l'école pouvait être une bonne chose et pouvait mettre une espèce de coup d'accélération au déconfinement général. Oui. Et ceux qui sont contre, bon, bah, évidemment, c'est ceux qui sont plutôt craintifs et qui ont une peur du reprise du virus et qui se disent qu'on prend un risque en remettant les enfants à l'école. J'aimerais votre point de vue là-dessus. Oui, eh bien, je pense que vous avez parlé sur deux plans. Le premier plan, si je puis dire, c'est celui de l'arrêt du confinement. Et évidemment que il est tout à fait naturel que les enfants sortent de chez eux, évidemment, respirent et aillent à l'école. Bon, ça, c'est une chose naturelle. Et que, bien sûr, ces craintes qui sont infondées, bien sûr, des familles, disons, ne sont rien par rapport à la nécessité, disons, aux besoins, plutôt que les enfants ont je dis pas de se socialiser, mais d'apprendre, quoi, d'être avec un maître et autres. Je vois, par exemple, mon neveu est professeur d'école et je vois ce que les enfants lui envoient comme remerciements, nous montrent ce qu'ils font chez eux, etc. Bien, ça, oui, bien sûr. Mais il y a d'autres choses. La seconde disons, proposition redoutable que vous avez énoncée, elle est redoutable, oui, et je la sens, je l'ai sentie dans différentes, disons, situations. C'est le fait qu'on enlève les enfants aux parents.
C'est-à-dire qu'il y ait une surveillance, vous savez qu'il y a une surveillance continue euh, des enfants par les psychologues et autres, et par l'école, et que j'ai moi-même connu, je peux être discret, mais j'ai connu une personne bon, qui est policière, donc dire qu'on connaît un policier, c'est quand même pas quand même trop une indiscrétion, mais une femme policière, et on a menacé de leur enlever ses enfants. Oui, elle craignait elle-même que cela se fasse, pour la bonne raison enfin, parce qu'elle les avait secoués un petit peu. Euh, bon, cette crainte que moi j'ignorais tout à fait, évidemment, dans mon enfance, elle est là. Et on fait sentir en effet que l'autorité, c'est celle de l'État. Oui, celle de l'État ou de la société, appelez comme vous voulez. Et il y a aussi une possibilité qui est donnée maintenant, qui va être donnée, qui est donnée potentiellement ou réellement, enfin légale, de tirer, de retirer ou des personnes âgées d'une maison, c'est-à-dire d'une maison ordinaire, voyez-vous, sous prétexte ils représentent un danger ou qu'il faut les soigner, qu'ils sont positifs ou autre, et en même temps pour les enfants. On dira que les enfants, il faut les sortir d'un milieu, d'un contexte qui est peut-être dangereux, ou les Oui. sortir de personnes âgées qui sont autour d'elles, etc. Et ça, c'est une entreprise de destruction voulue, systématique, bien sûr, ce qu'on appelle la famille, bien sûr, c'est la famille. Bon, alors, quand on dit ceci, c'est là qu'on voit qu'on est très malade. C'est-à-dire, on dit, ah ben oui, vous parlez comme les catholiques. Moi, je dis, il y a quand même, il n'y a pas que les catholiques qui parlent de la famille. Je dis, enfin, si On vous est faites d'accord. la civilisation chinoise, quand même, c'est la famille. Au Japon, il y a quand même. Non, mais là, oui. Et les gens aussi l'accepteront. Ils Mais oui, l'accepteront, et c'est ça qui me fait penser que, euh, disons, bon, ça pas qu'indiscret, des prévisions qui m'ont été faites, euh, des prévisions à la grecque, si je puis dire, comme dans la tragédie, sur une certaine tyrannie durable qui prendrait qui saisirait la population, qui s'emparerait de la population, disons, je dis s'emparerait, pas seulement dominer, mais disons, entrerait dans l'esprit de la population pendant des années, et s'achèverait bien sûr par une libération, si je puis dire. La libération, c'est la catastrophe à ce moment-là. Oui, la véritable libération, c'est justement quand oui. les forces se libèrent, voilà, et non plus sont contenues. Alors là, bon, j'espère cette libération, bien sûr. Euh, J'en suis persuadé, hein. Mais évidemment, nous ne serons pas très nombreux à y assister. Et pourtant, je crois que c'est la vie qui va être menée à la jeunesse, c'est-à-dire faire que la jeunesse soit, par exemple, toujours entre deux autorités, l'une l'emportant sur Oui. l'autre, c'est-à-dire celle de l'État l'emportant, ou de la société l'emportant sur la famille. Vous voyez, on dit souvent, quand on discute comme ça abstraitement, ah, vous avez la famille contre l'État. Oui, il y avait la famille, la communauté et l'État. On a dissous la communauté. Donc, l'État représente une organisation qui se dit nécessaire et elle l'est, mais en réalité, elle n'a de cette organisation que l'autorité. Et ce qu'elle veut, c'est faire utiliser, si j'ai pu dire, les membres des familles comme de la monnaie. C'est-à-dire, la famille fournit l'enfant, et en réalité, c'est nous qui les prenons et les distribuons dans les postes que nous estimons être adaptés C'est momentanément ça. ou autre, voyez-vous. Et ça n'a C'est rien à ça. voir avec évidemment la formule ancienne platonicienne ou autre. Bon, bien sûr, on voulait confondre, mais pas du tout. C'est ce qu'on a dit avec Orwell, enfin tout ceci, les Anglais l'ont bien vu, les Anglais ont bien vu ce côté sadique, mais évidemment n'ont jamais donné de solution pour en sortir. Mais enfin, ça a quand même été un projet. En France, ça n'avait pas été tellement marqué. On parlait non, on avait caricaturé des familles, vous voyez, en disant famille, je vouais, des choses comme ça. Mais on n'avait Oui, pas vu oui. cette puissance de l'État. Puissance, disons, qui mine la société. L'État minant la société. On n'avait jamais vu ça autrefois. C'était l'État garantissait la société. Tandis que là, il la mine. Et tout ça, alors, au nom de quoi? Eh bien, au nom de. Vous avez également d'autres perspectives qu'on n'a pas abordées, mais euh, eh bien, on va vous dire que, et c'est une part de vérité, bien sûr, que nous sommes très nombreux, que nous sommes trop sur Terre, et que voilà, Oui. enfin, ça sont des thèmes que vous allez entendre de plus en plus. Mhm. Alors qu'on n'a pas fait évidemment on crie contre l'eugénisme. Bon,
oui, enfin, moi, j'ai lu beaucoup de choses de l'eugénisme. En Allemagne, on s'en occupe depuis les années 1880, 85. Mon philosophe que je connaissais, dont le fils est devenu musulman, et bien, ça en a parlé. C'est-à-dire qu'il s'agissait, en réalité, de diminuer le nombre de la population, mais la diminuer en qualité. Diminuer une population pour l'augmenter en qualité. C'est-à-dire, en réalité, pour pouvoir, si j'ai pu dire, garantir une survie. Or, cette Oui. notion de survie n'existe plus aujourd'hui, évidemment. Ça signifie quelque chose qui est en bonne santé, c'est tout. Oui. Alors là, euh, on a exagéré, évidemment. Bon, on a fait tantôt enfin, les uns parlent, il faut l'avortement, d'autres disent, je suis contre. Bon, il est certain que la vérité, comme on dit, est au milieu, évidemment. Je suis, par exemple, pour le fait que quand il y a un mariage, par exemple, une union reconnue par l'État, bien sûr, eh bien, il y avait d'autres fois un médecin qui examinait. Bon, on examine les gens qui sont, on dit, on donne son accord, oui, est-ce que ce couple, par exemple, est possible ou non. Mais là, on vous dit non, tout ça, c'est du dirigé, on n'en veut pas. Mais en fait, on substitue à une autorité envisageable une autre autorité qui est beaucoup plus souterraine, mais qui, elle, est effrayante parce qu'elle est aveugle, c'est-à-dire qu'en réalité, on nie, on nie véritablement la puissance familiale, qu'elle soit des parents ou qu'elle soit de la volonté de ceux qui se groupent. Vous voyez, on dit en réalité, c'est nous-mêmes qui disposons de, de votre suite. Et bon, alors, je crois que le déracinement, en tout cas, le déracinement comment dire, des enfants est une chose qui va, que, enfin, qui va bien sûr pas se développer, s'accroître, disons, oui. Je vois d'après les jeunes gens, des enfants que je connais qui ont 10 ans, une dizaine d'années, je vois qu'ils vivent toujours, qu'ils ont divorcé, hein, ils vivent toujours avec l'idée avec deux autorités, voilà. Euh, je ne sais pas moi, je vois des écoles par exemple qui appellent le psychiatre parce que l'enfant, que je connais très bien, l'enfant ne parle pas en classe. Il Ah ne oui, parle pas. maintenant, Vous voyez, on je veux dire, médicalise tout. on médicalise tout. Bah, Tous je les dis oui. comportements. L'autre jour, j'ai vu cette maîtresse d'école. J'ai dit, vous savez, c'est normal. Vous savez, il ne parle pas, il est normand. Bon, elle m'a regardé, je répète, mais oui, le père est normand. Et alors, je dis, ben, la Normandie, c'est très différent. Vous savez, la Normandie, ce sont des gens qui sont assez réservés. Hmm. Bah, c'est pas je sais pas, moi, c'est pas Aix-en-Provence, quoi, c'est tout. Vous voyez qu'elle était de là-bas, c'est pas Aix-en-Provence, quoi, c'est tout. Mais oui, c'est vrai, la vérité. Je dis, c'est un garçon qui observe, c'est un garçon qui fait ceci, qui fait cela, et il ne parle que s'il a vraiment quelque chose à dire, c'est tout. Bah, Voilà. s'il n'entre pas dans le cadre, forcément, on sera Non, et sollicité. non, et non. Alors, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, vous l'avez entendu parler? Vous savez que je m'énerve. Vous l'avez entendu parler? Je dis, est-ce qu'il a l'accent d'ici? Niang, 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 niang. Non, du tout. C'est pas de l'occitan, je dis. Alors là, elle a regardé, bon, elle m'a dit qu'elle était affolée, qu'elle avait envie, elle transpirait un peu. Mais la mère était contente, évidemment. La mère arabe était contente. Mais enfin, oui. Et, et ainsi de suite. Les enfants vivent un peu avec cette idée. Chez nous, c'était absolument irreprésentable. Enfin, vivent avec l'idée qu'ils peuvent justement échanger d'autorité. Enfin, qui sont pas avec l'idée qu'ils changent d'autorité, mais qui sont soumis à une deuxième autorité fondamentale. Alors évidemment, on leur dit qu'il faut. Enfin, vous connaissez la manière d'éduquer aujourd'hui. Bon, Bien il faut sûr. commencer déjà dans le primaire, vous voyez, bon. Enfin, des choses comme ça, et Bah, c'est que de l'idéologie, hein, maintenant. oui, Donc, il n'y a plus trop c'est ça. vraiment Et alors, des il faut voir que c'est pas connaissances. contradictoire avec ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire, ça s'enclenche très bien. Oui, oui, C'est-à-dire, on dit le monde, on ne sait pas où il va. Si, ceux qui nous dirigent on sait où il va. savent très bien où il va, bien sûr. Ils savent très bien où ils vont. Ils savent très bien que si on ne va pas là où ils vont, là où ils veulent qu'on aille, eh bien, eux-mêmes perdront leur qualité. Mais oui, c'est une question de survie pour eux. Mais le problème, c'est qu'eux, ils comprennent la survie, tandis que nous, ils ne voient pas. Nous, on ne le voit pas. On ne voit pas parce qu'on a été formé progressivement, par étapes, à une certaine sensibilité. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je vois des enfants qui qu'a lu ta fille, je dis par notre ami, qu'a lu ta fille,
Et elle me dit, ma fille, elle n'a rien lu, elle n'a lu que les 20 premières pages d'Harry Potter. Bon. Et je dis, à part ça, elle a lu autre chose? Autre chose. Non. Bon, elle a 11 ans. Elle Ouais. est en sixième, vous voyez. Bon, Ah oui, évidemment, donc oui, oui, voilà, oui, oui. Elle est en sixième, c'est tout. et on les Elle a a lu Harry préparés Potter. aussi. Au Harry collège, on Potter, les les a 20 aussi pages, préparés. mais rien. C'est-à-dire que on leur a fait, par exemple, pendant ce confinement, pendant cet enfermement plutôt, on leur a demandé de peindre sur les murs de leur maison. Enfin, j'ai eu ça entre les mains. Et peigner à la maison. Et où? Je dis à sa mère, où c'est qu'elle va peindre? Elle m'a dit sur les murs. Bon, écoutez, imaginez que je dise ça, moi, à l'ancienne génération, je sais pas moi. Il dirait, mais vous êtes dans un monde fou. Oui, et ainsi de suite. Mais Et, je me finalement, souviens il y a. aussi, Hein. pardon, professeur, mon fils, lorsqu'il était au collège, j'ai l'impression c'est qu'on les avait un peu préparés à cette nouvelle société parce qu'il avait étudié La ferme des animaux de Oui, oui, George oui, oui, Orwell oui, oui. et Adolphe Huxley aussi, ils avaient étudié Le meilleur des mondes, qu'il a retrouvé donc au brevet des collèges à l'époque, hein, Et il était oui, dans oui, les oui. épreuves. Et en fait, on les préparait à cette société. Moi, je trouvais que c'était vraiment une préparation à cette société Oui, oui, moderne, je me rappelle, j'avais lu en contrôlée. effet Les animaux de la ferme en 54. J'étais allé à Preston. Oui, J'étais dans une famille irlandaise et maltaise, puisque lui, il s'appelait Saïd. C'était des Arabes convertis au christianisme. oui, Et j'avais été très frappé par cette chose qui m'avait semblé un peu étrange, un peu, pas plus qu'étrange, redoutable, quoi. Disons. Et maintenant, oui. je vois très bien, oui. Ce sont des obsessionnels, évidemment. Je crois que nous avons affaire à pour ceux qui, auquel il est fait allusion, évidemment, dans cette sorte de communisme-là, nous avons affaire à des obsessionnels, à des malades, bien sûr, euh, mais que le corps, je crois que des peuples peuvent s'affaiblir durablement. Vous savez, sur une longue période, très très longue période, bon, ça se rattrape. Mais je crois malheureusement que au moins au moins deux ou trois générations encore seront très affaiblies. Ce n'est rien du tout par rapport à une histoire. Hein. Oui, oui, tout à Non, il fait. ne faut pas du tout, mais j'ai plus confiance quand même dans les peuples du Nord, bien sûr, oui, parce que j'ai vécu. Il y a pas, à cause de leur spontanéité, c'est question de nature, c'est pas question de ici, je sais pas comment dire, enfin, et, et que Quand bah, vous oui, dites les peuples du Nord, vous parlez de quel peuple du Nord? ben, les peuples du Nord, moi, moi j'ai connu la Suède, vous savez, parce que j'étais avec. Bah, en Suède, j'ai trouvé quand même étrange que ce sont quand même des gens qui se soumettent à l'ordre mondial, au nouvel ordre mondial, parce que Oui, ils se finalement, sont, ils ont oui, accepté le paiement sans contact, oui, sans c'est donner de vrai, papier. en Ils effet, acceptent en quand même la effet. surveillance de masse. Ils ont accepté enfin, dans certaines entreprises, ils ont accepté la puce RFID. Enfin, je trouve quand Oui, même c'est vrai. les souverains Seulement, le je vais vous soumettent dire, aussi. Hein. oui, en effet, mais c'est tout à fait vrai, puisque c'est un terrain, ils sont, comme on dit, occupés c'est un terrain d'expérience. Mais Oui, il y a une différence, c'est dans la vie, comment vous dire, non collective, enfin la vie privée. Je d'accord. trouve que dans la vie privée, il y a plus de liberté. Pas de liberté au sens de faire ce que l'on veut, mais il y a plus d'initiative. Hein. D'accord. Par exemple, j'ai vu avec, évidemment, j'étais avec des Russes là-bas, parce qu'il y avait beaucoup d'immigration russe, hein, qui viennent de Saint-Pétersbourg, tout ça, qui vont en Suède. Bon, pour eux, c'est comme si on allait sur la planète Mars. Hein. Ils sortent de là, mais j'ai remarqué qu'on pouvait traiter de beaucoup de sujets, que la culture était individuelle, la culture personnelle, où était disons, plus développée, qu'on lisait plus, que l'exercice physique était quand même mieux, et surtout que les gens écoutaient ce qu'on disait, tandis que la politique, par exemple, avait moins d'importance. Bon, ceci est évidemment une manière de voir les choses. Hein. Alors que maintenant comment vous dire, on les pris comme terrain d'expérience, oui, parce qu'il y avait la social-démocratie suédoise, et puis il n'y a pas que eux, il y a tout un système quand même qui est dans la presse, enfin bon,
oui, on a beaucoup parlé de la. Mais par exemple, du point de vue de la moralité dans les écoles, on me disait autrefois que la Suède était un pays qui était un peu immoral, etc. Il y avait une grande liberté, tout ça. Mauvaise liberté ou une fausse liberté. Mais je m'aperçois, pour moi, c'est l'inverse, hein. C'est-à-dire, je m'aperçois qu'en France, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que vous avez des contrepoids. Vous avez le contrepoids religieux, par exemple, oui. Contrepoids religieux, il y a une tolérance quand même qui n'est pas. Il y a une vie religieuse qui est plus nette. Par exemple, j'ai vu puisque ici nous parlons des sectes, tout ça, mais les sectes catholiques, comment ça s'appelle, les sectes intégristes, par exemple, peuvent dire leur messe, par exemple, dans un temple protestant, vous voyez. Ici, c'est impossible. Et parce que l'autre me dit, mais nous sommes tous des Suédois, il m'a dit. Oui, bon, je dis oui, d'accord, oui, bien sûr. Bon, je sais pas, avant, je n'avais pas une idée de la Suède qui était extraordinaire, enfin, si, quand même, mais disons, bon, à cause de la guerre de 30 ans, mais disons que j'ai vu on peut aborder tous les sujets, pas des sujets, comment on appelle les sujets, je sais pas moi, ici où on passe ridicule, genre ridicule, on peut aborder le sujet de la pluralité des mondes, des choses comme ça, en public, hein. Euh, et je trouve la santé est meilleure. Maintenant, le travail, par exemple, que j'ai vu des Suédois en Espagne m'avait semblé extraordinaire. La fabrication des routes, les choses comme ça, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous ont donné à l'étranger. Il y a plus d'activités, ils travaillent plus, davantage. Oui, ça, c'est. euh, bon, j'avais remarqué ça en Écosse aussi, mais enfin, ici, je trouve que nous avons comment on va dire, euh, nous perdons beaucoup en matière d'instruction. Alors bien sûr, parce que vous avez parlé par exemple oui, des puces, du puçage, tout ça. Bon, là nous y allons évidemment vers le puçage. C'est certain que, bon, on dit que c'est dans les nouveaux vaccins, mais je pense qu'il y aura un mode de reconnaissance de cet ordre. Oui. Ça Et va commencer dans les entreprises. J'imagine qu'on va oui, c'est ça, commencer c'est ça, c'est à ça. imposer ça dans les entreprises pour Mm. accéder aux Mais locaux, accéder voilà. aux Oui, oui, outils oui, oui, informatiques. oui, oui, Et oui, par moi, sûreté. On vous ce dira qui m'a de sûreté, oui. de sûreté. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'une déclaration de Barbier, bon, qui n'est pas très, très brillant, mais Oui, qui a fait du chantage au déconfinement en disant que il faudra imposer le puçage pour permettre le déconfinement. C'est-à-dire que sans déconfinement, on reste oui, assigné à c'est domicile. ça, mais oui, 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 oui. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont un but, et en fait, évidemment, C'est clairement énoncé, hein. les moyens carrément annoncés, oui, 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 oui. oui, C'est c'est pour votre sécurité, etc., etc. Oui, oui. oui. Ça, Carrément je trouve que ça, annoncé. c'est un plan général. C'est un Oui, plan général. c'est annoncé par plusieurs. Euh, C'est annoncé par Barbier, c'est annoncé par le père oui, Attali, c'est Oui, annoncé par beaucoup de monde qui nous disent, qui nous donnent des conditions finalement. Pas de sortie de cette crise sans vaccin, pas de sortie de cette crise sans une autre façon de penser, c'est pas de ça. sortie de cette crise. Jacques Attali disait par exemple, c'est en mettant tous les moyens dans l'économie de la vie qu'on évitera la pire récession de tous les temps et C'est qu'on ça. sortira le monde du cauchemar dans lequel il s'enfonce. Très Donc bonne vraiment, chose. il y a une sorte de dramatisation de toute cette affaire, une dramatisation, ça devient presque mythique, le cauchemar dans lequel le monde s'enfonce. On n'en C'est ça. sortira que si les moyens économiques changent, les moyens sociétaux changent. Oui, on vous met au bord d'un précipice et puis on vous dit, voilà, si vous voulez pas tomber, vous faites ceci et cela. Je crois que ceci, alors, est prémédité. Je ne sais pas si vous avez votre avis, Michael, mais ça me Ah, semble que moi, je suis entièrement d'accord. Je oui, pense que oui, oui. ceci est il y a pas de prémédité, choses. Ils ont attendu un million. finement calculé, finement dessiné. C'est C'est finement vraiment une dessiné. belle peinture, une très belle peinture dans laquelle nous sommes. Oui, 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 c'est exact. Nous sommes partis d'un tableau. Et je, Et oui, c'est vrai. et, et je pense que, par rapport à ce que dit Michael, je pense que ces gens-là, effectivement, ont souhaité une accélération parce que je pense qu'ils veulent assister à ce changement de leur vivant. Oui, en effet, Et je j'ai crois. vraiment la sensation de ça. On Oui, parle souvent merci, c'est d'Atali très bien. Comme un C'est accouchement. effectivement vu. comme un accouchement, exact, Michael. C'est comme un Oui, accouchement, c'est ça. oui. Ils veulent voir, Ils veulent assister à ils, ça. ils veulent assister à la naissance de ce qui est, Leur évidemment enfant. en germe Oui, depuis. Ils ont posé les graines, ils ont posé, oui, oui, c'est ça, ils ont fécondé cette société, ils veulent la voir.
Je crois que sur le plan personnel, en effet, bon, ils veulent avoir la certitude que tout ce qu'ils ont fait Va se produire. va se produire. Et disons que ça s'est produit. Voilà, ils partiront ainsi, parce que je crois quand ils n'ont pas d'autre ambition, disons, que de savoir que leurs adversaires, ou disons ceux qui sont trop différents d'eux, se sont soumis à eux, quoi. Voilà. Ça, c'est je ne sais pas, je crois qu'on a beaucoup caricaturé, bien sûr, ce qu'on appelle les sociétés de pensée, les sociétés, enfin, de maçonniques ou autres, bien sûr, il y avait ce côté un peu bizarre, mais je crois dire que il y avait aussi là-dedans une volonté bien réelle. Volonté, voilà, une grande volonté. Ben, vous savez, dans le fameux film, le fameux film qui passe encore, qu'on voit sur Internet, sur cette organisation, à un moment donné, vous avez le Avenel, le député, qui interroge le grand maître. Et le grand maître lui parle d'une volonté, justement, qui est très forte. Une volonté de puissance qui est, évidemment, qui absorbe tout le monde. Et je crois que cette volonté de puissance, vous la voyez maintenant. C'est un avantage, d'accord, d'avoir certains la voient. Je pense que nous la voyons, mais que beaucoup, nous la voyons peut-être nous ici, tous les trois. Oui, nous trois, nous la voyons, mais la plupart ne la voient pas. La majorité ne voit pas cette volonté et se refuse à admettre qu'il pourrait y avoir une volonté derrière le. Ah non, ça, ils ne peuvent pas. Non, ils ne peuvent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Moi, je croyais qu'ils ne voulaient pas, mais en fait, ils ne peuvent pas. Ils n'ont plus les moyens. Ils sont. Vous savez, bon, je vous donnerai un exemple. Ce n'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait, disons, dont on parle, mais je demandais à un de mes amis là, à qui je parlais, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, j'entends du bruit au téléphone. Ah, il me dit, c'est la voisine qui ouvre sa fenêtre. Il faudrait voir l'intérêt de cette anecdote. Et je lui ai dit, ben, il faut lui demander de la fermer. C'était le soir, 11h. Alors, en effet, j'entends discuter. Je lui ai dit, c'est une voix jeune. Il me dit, oui, c'est une voix jeune, c'est une fille qui a 20 et 22 ans. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit, il lui a demandé de fermer la fenêtre parce que ça faisait du bruit le soir à 11h. Oui. Et il a dit, on n'est pas en 40. Oui. On est en 40, quoi. Et, ah bon, j'ai dit, oui, ben, j'étais qu'à dire, on était en 40, moi, moi, je suis en 41, on était en 41. Non, et alors, elle a dit ça. Alors, ça, c'est un peu, vous voyez, ce dans quoi la jeunesse est élevée, c'est-à-dire que on lui dit, vous avez une liberté, vous sacrifiez votre liberté, oui. Ou alors vous allez avoir quelque chose d'inimaginable, vous allez avoir véritablement une tyrannie, parce qu'une tyrannie, vous allez avoir le mal absolu. Et c'est pour ça qu'il y a cette propagande que sur la guerre, la dernière guerre, par exemple, vous voyez, oui, c'est vrai. Elle sert à cela. Elle n'est pas du tout, c'est pas du tout une maniaquerie de gens qui d'ailleurs ne l'ont pas connu. Vous savez, moi, qu'est-ce que j'ai maintenant, mais enfin, qu'est-ce que j'ai connu le bombardement de Toulouse, hein. Il a fallu que j'explique pendant un quart d'heure à quelqu'un qu'on avait bombardé Toulouse, que ce n'était pas les Allemands qui l'avaient bombardé. Parce qu'ils croyaient qu'il n'y avait que qui bombardaient, vous voyez, bon, non. On a été même défendu. Bon, c'était un milieu catholique, comment ça s'appelle, intégriste. Alors, on a même été défendu par des Géorgiens, je dis, des Géorgiens, hein, de l'armée Vlasov, et qui étaient musulmans, du reste, parce qu'il y avait des Géorgiens musulmans. J'ai raconté ça comme je disais que je voyais des poireaux dans le jardin, vous voyez. Et ben, ils étaient affolés. Ils étaient affolés. Et je crois qu'on a suspendu le temps de l'histoire, justement, à cette époque-là, pour justement les soumettre. On en a fait une sorte de cauchemar. Un exemple de mal absolu. De mal absolu. Voilà. Et à partir de là, quoi que vous fassiez, quoi qu'on vous fasse, c'est N-1, quoi. Ce n'est pas du tout aussi terrible que ce à quoi même vous avez échappé. Parce que, exact. Bon, alors, et on le voit dans le comportement des gens, parce qu'effectivement, où on a réussi à soumettre la population, c'est dans la zombification un petit peu de la population, déjà par le port du masque. Déjà, rien que, je vois ça, oui, je voulais vous en parler. Les gens sont méfiants, ils dissimulent leurs émotions, déjà à travers les masques, ils évitent les contacts. Donc, il y a une volonté aussi de réduire
les relations sociales, les Bien sûr, déplacements, bien sûr, bien sûr. on évite le contact avec l'autre. Oui, c'est ce qu'on appelle la Tous communauté. ces comportements. Éviter la communauté, la sensibilité, quoi, c'est tout. Voilà. Et d'où le comportement de cette dame qui dit on n'est pas en 40. On n'est pas en 40, la jeune fille dit, Voilà. on a dit on n'est pas en 40, voilà. Et alors, évidemment, donc ils sont malheureusement faits pour, il faut le dire et il faut le reconnaître, hein, le déplorer, mais ils sont faits justement pour entrer dans cet ogre-là, dans la bouche de cet ogre, c'est-à-dire Oui. ils vivront avec crainte et je plains, bien sûr, je plains quand même, c'est le mot, parce que nous, on est là, mais je plains cette génération des 10 ans, ces gens-là, ce qu'on appelle, qui rentrent dans l'adolescence, quoi. Parce qu'on leur diminue l'imagination, au point que la fille d'une de mes amies, dont je parlais tout à l'heure, là, elle ne sort pas dans le jardin, de peur d'attraper le virus, vous voyez. Oui. Je lui dis, mais non, bon, enfin, vous savez, bon, je lui dis, c'est vrai que je ne devrais pas dire comme ça, mais enfin, je dis, écoute, ça n'existe pas, enfin, tout ça, tu n'as rien à craindre et tout, mais enfin, ma voix ne Attention, porte vous pas. risquez de vous faire dénoncer. Vous Et oui, risquez c'est ça, de me faire Ah oui, dénoncer par les maintenant, gens. oui. Maintenant, oui. Alors, ce qui fait que, bon, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Elle a peur Ah, c'est terrible. de Oui. sortir dans son jardin, qui est un beau jardin, qui est une ferme, disons, oui, près de Muret. Et bon, voilà. Alors, Mais l'idéologie est là. L'idéologie est là. J'en suis l'idéologie là, persuadé. c'est ça. Alors, elle est avec son L'idéologie téléphone. a toujours énormément d'influence sur les enfants, Ah surtout oui, quand oui. c'est une idéologie comme ça qui est partagée par Et toutes voilà, les, voilà, tous les voilà. supports sociétaux, que ce soit l'école, la télévision, tout. Oui, 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 c'est Tout vrai, renvoie à cette idéologie d'enfermement, de c'est vrai. peur du mal absolu, et ça a beaucoup d'emprise sur les enfants qui Oui, sont, oui, oui, c'est vrai, c'est ce vrai, sont des enfants. Et c'est puis vrai, c'est aussi vrai. avec le cinéma, Michael, enfin, quand on voit Ah oui, tous les films de science-fiction où on parle de virus, de gens qui oui, mais oui, s'écroulent. en fait, ils vous mettent sur la voie. Oui, En fait, ils vous disent la même chose. Ils vous disent oui, ce dans quoi vous êtes enfermé aujourd'hui. Au oui, fond, finalement, c'est une sorte de prophétie, si j'ai pu dire, pour bien vous dire, sûr. enfin, ils vous ont déjà installé là où vous êtes, voilà, et C'est ça. mentalement. Et mentalement, et bien sûr, les gens ne sont pas étonnés, puisqu'ils l'ont vu au cinéma, si je puis dire. Voilà. Ils Oui, l'ont vu voilà. ils me citent. C'est une grande différence. Enfin, je veux dire, mes camarades un peu plus jeunes, si je puis dire, me citent toujours des films que je n'ai jamais vus. Bon, c'est des films des années 80, mais que je n'ai jamais vus, non pas parce que je ne voulais pas les voir, mais parce que vraiment, je passais à côté. Et je les plains parce que, disons que je dis, mais quand ils me le racontent, je dis, mais tout ceci est quand même artificiel. Je dis, c'est une, c'est une caricature de la vie. Et oui, mais eux maintenant, c'est eux qui deviennent des metteurs en scène. Voilà. Tout à fait. Et je ne peux pas dire mieux. Euh, je crois que vous vouliez aborder la question des conséquences sociales en France, là. Alors, en fait, oui, c'est vrai que bon, on va voir aussi un changement de comportement, c'est-à-dire que les gens vont réduire leurs déplacements. Ils y seront contraints, je pense aussi, de Oui, réduire leurs oui, oui. déplacements et de les limiter à des déplacements professionnels. Et en parallèle, ils n'auront plus droit à la villégiature, aux loisirs, les C'est ça. salles de sport. Je suppose qu'elles vont se vider aussi. Enfin, Oui, je aussi, prends bon, les salles de sport et oui. les restaurants comme exemple. Et puis, j'ai quand même l'impression, ça c'est mon sentiment, qu'il y a une volonté fallacieuse de la part de l'État de faire craquer la population pour que ça parte en vrille. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie volonté de créer une espèce de guerre civile, parce que c'est vrai que le mot guerre est souvent employé par ceux qui Oui, c'est vrai. gouvernent. Alors, de Mais provoquer une guerre civile un éclatement, ou un oui. éclatement, oui, ou une insurrection incontrôlable ou Oui, contrôlable, on ne sait pas oui, trop, on ne sait pas trop, ou s'ils veulent vraiment nous tester et de ce fameux test, avoir une population complètement soumise, craintive et qui va accepter tout ce qui sera imposé par l'État pour récupérer un semblant de liberté. C'est mon sentiment maintenant. oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Je dirais que de même qu'on a eu cet arrière-plan du terrorisme, Oui, on aura peut-être aussi une culture oui, du trouble social. C'est-à-dire que on fera peur aux bourgeois, si je puis dire, pour employer une vieille expression, et on fera, si je puis dire,
une sorte de révolution, révolution continue, pas continue, comment on appelle ça, la manière Trotsky, c'est-à-dire révolution permanente, Permanente, avec oui. des troubles permanents, c'est-à-dire à petite dose, mais suffisant justement pour pouvoir entretenir une sorte d'incertitude quant au petit futur. Mais, Oui. Mais c'était déjà un peu légèrement le cas avec les Gilets jaunes. voilà, c'était le cas, légèrement le cas. Je reprends, reprends vos mots, mais avec les Gilets jaunes. Alors, si regardez, quand on fera l'histoire de cette période, vous avez marqué que la culture, je m'en aperçois quand je regarde, j'aide quelqu'un, une amie, à faire un travail là sur la postmodernité, littérature dite postmoderne, et je dis, mais tous ces gens que vous citez, Léotard, tout ça, etc., sont des trotskistes. Oui, c'est-à-dire qui ont vécu avec des gens de ma génération, hein, qui ont vécu, qui avaient des postes importants, hein, à la Sorbonne, tout ça, tout au moins, enfin, du niveau moyen, mais enfin, assez solide. Il parle justement des troubles permanents. Et alors, il faut remettre en cause le futur, il faut remettre en cause ceci, et vous vivrez un trotskisme non pas idéologique, mais un trotskisme réel, c'est-à-dire que vous aurez des gens tout d'un coup qui feront des propositions très utopiques. Et alors, ceci va évidemment entraîner, comment on dirait, une fausse discussion sociale, c'est-à-dire que vous aurez des phénomènes sociaux artificiels, voilà. Et il pourra y avoir aussi des meurtres, je le crois, ça, des suicides d'un côté, bien sûr, Des luttes de classe aussi. et de lutte de classe. Alors Des là, luttes de classe. je vois par exemple un député, là, un député, je crois, en Normandie, un député ou un maire, je crois. On est rentré chez lui, bon, la personne avait un pistolet à billes, hein. Bon, il l'a déshabillé, enfin bon, et puis enfin, le gars il est sorti là-bas comme ça, en costume d'Adam, disons, ben, et ainsi de suite. Bon, ça c'est un premier pas. C'est-à-dire que vous aurez, vous savez, les gens imitent, hein, euh, vous aurez des exemples de ce genre-là. À mon avis, je vais même jusqu'à des choses plus graves, hein, plus graves, oui, plus graves. Et alors on dira, voilà, c'est une expression d'insatisfaction, etc. Mais ça sera l'arrière-plan qui, justement, de l'autre côté, tiendra les élites soumises, justement, à tout ce qu'on leur dira. Les élites, c'est-à-dire ce sur quoi repose la société, que ce soit des édiles municipaux, que ce soit des gens qui sont enfin, des ingénieurs, ingénieurs réels, ingénieurs mécaniques, ingénieurs sociaux, etc. Bon, ces gens-là, on leur dira, vous savez, vous vivez quand même avec une certaine vous vivez quand même dans un danger permanent. Et heureusement que nous sommes là. Voyez-vous? Oui. Et donc, si vous voulez justement diminuer ce danger, diminuer, non pas supprimer, vous serez obligé d'appliquer telle et telle chose. Voyez-vous? Et c'est pour ça que vous aurez de moins en moins d'opposition. Parce que vous aurez toujours un arrière-plan qui sera un arrière-plan de violence, peut-être, disons, pas très grande, mais Un exemple pour montrer là où l'opposition peut mener. voilà, exactement. Voyez où ça peut mener. Tout à fait, Michael, exactement. Voyez ce que c'est, voyez l'opposition, voyez où ça mène. Eh oui, alors voilà, donc oui, c'est ainsi. Je crois que ça, c'est ce qu'on appelait avant de la physique sociale, oui, mais la Et physique c'est vrai sociale, que oui, les effets justement de cette crise aussi auraient un effet domino parce que pour le moment, les classes bourgeoises ne se sentent pas concernées parce qu'elles ont toujours cette sensation de faire partie de l'élite. oui, Je dis pas tous, hein, mais je pense que beaucoup. beaucoup, beaucoup, Et ça beaucoup, va. oui, Donc la chute sera en cascade, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va avoir les classes moyennes, les classes moyennes supérieures qui vont oui, oui, aussi subir cette crise. Et au fur et à mesure, ça va être tellement lent, ce sera tellement lent que finalement, l'insurrection sera quasiment impossible. oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce Comme sera par la étapes. grenouille qui se laisse bouillir. Exact. Voilà. Exactement, c'est exact. Et donc, oui, c'était là justement le sens de votre première question, c'est-à-dire de dire dans la suite, est-ce qu'il peut y avoir une insurrection ou est-ce qu'il peut y avoir, disons, une opposition? Non. À mon avis, vous aurez bien sûr des insatisfaits, des Oui. gens qui craindront même des insatisfaits et surtout des gens craintifs de l'avenir.
mais ils ne pourront jamais s'organiser. Vous avez cette perspective qui est, puisque on parle de littérature, mais c'est assez ancien, je l'avais lu dans les années 64, 65, ça m'était tombé entre les mains comme ça sur les quais de la Seine. C'est Le Talon de fer de Jack London. Oui. Il parle d'une société dans laquelle, américaine, enfin c'est le cadre, et dans laquelle il y a des troubles sociaux, et on ne sait pas si ces troubles viennent de l'état profond ou de gens qui lui sont opposés. C'est-à-dire que les gens ne savent pas très bien, disons, quelle est l'origine des violences. Vous voyez, et c'est justement cette incertitude qui donne la soumission. Voilà. D'accord. Et Oui. oui, alors évidemment, ce pouvoir central, c'est le pouvoir, vous savez, celui qui, comme disait l'image de la cigarette qu'on écrase avec le talon, le talon de fer. Vous voyez. Et ça, je crois que c'est un livre intéressant. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'est pas très, très connu. Donc, en général, des livres pas très connus sont souvent vraiment remarquables. Enfin, sont souvent, disons, lehrreich, comme on dit en allemand, je sais pas, instructif, quoi. Instructif. Oui. Et très instructif. Et je pense en effet que cette indécision, et vous avez des gens d'ailleurs, on ne peut pas aller plus loin dans la sociologie, vous avez des gens qui sont des artistes de ce point de vue, des virtuoses même, parce que pour passer justement du commandement de la société au stade de chef révolutionnaire, voyez-vous. Et vous avez des gens qui font l'ascenseur social comme ça, vous voyez, ils montent, ils descendent. Bon, je crois que ça, c'est ce qu'on a vu en tout cas aux États-Unis aussi, et surtout dans l'ancienne URSS, bien sûr. Vous aviez des spécialistes de l'agitation qui étaient à la tête de l'État. Le stalinisme, c'était des gens qui étaient des anciens agitateurs devenus chefs d'État, oui. Et qui d'ailleurs se conduisaient comme des agitateurs, en créant de faux mouvements, vous voyez, des choses comme ça, Oui. pour pouvoir les écraser. Mais les reconstituer, voyez-vous. Et si vous étiez contre ces mouvements, vous étiez qualifié de réactionnaire. C'est-à-dire, c'est vraiment un labyrinthe diabolique. Voilà. Et alors là, qu'est-ce que vous voulez faire si les parents disent des choses qui sont contre cela, s'ils ouvrent trop les yeux à la jeune génération, eh bien évidemment, il peut y avoir on peut monter les enfants contre les parents. Des mesures restrictives, comme on disait tout à l'heure, de séparation des familles. De séparation, voilà, de séparation. Nous en avons connu, vous savez, quelques-unes, enfin c'était des problèmes que vous imaginez, tout ça, enfin dans les années 60, 70, c'est arrivé de voir des pères séparés de leurs enfants, oui, pour des questions historiques, des choses comme ça, qui avaient une thèse historique qui n'était pas celle officielle. J'en ai connu, quelques-uns, enfin connus, disons, suivis par la presse, dans la presse. Je me disais, c'est vraiment exceptionnel. Non, c'est quelque chose qui est élargi. On demande, vous savez, je n'ose pas répondre, par exemple, à des enfants quand ils me posent des questions devant les parents, parce que j'ai peur de les compromettre, j'ai peur qu'ils le redisent en classe, voyez-vous. Alors je tourne ça différemment, mais je sais que je serais très très gêné de ne pas pouvoir parler aux enfants. Parce que j'ai un ami, lui, il enseigne à ses enfants beaucoup de choses. Je lui dis oui, c'est très bien, mais À qui cet enfant ira répéter ces et oui, choses-là? il a répété, évidemment. Oui. Moi-même, on m'aurait dit ça des choses quand j'avais 15 ans, 16 ans, etc. Je l'aurais répété autour de moi. Mais oui, parce que l'enfant, c'est le cas de le dire, n'a pas nuit. L'enfant, c'est ce qu'on appelle, est innocent, quoi. Ce côté-là, Rousseau a raison, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est animé par la vie, quoi. C'est tout. Il est curieux et il cherche à Il apprendre. est curieux, il cherche à apprendre. C'est une spontanéité naturelle, quoi. Ça, oui. Et alors, cela, évidemment, on fera. D'ailleurs, enfin, moi, j'ai assisté, vous savez, bien sûr, comme toute ma génération, à la suppression à la formation de l'enseignement mixte. Et on a beaucoup perdu dans l'enseignement mixte parce que justement, comment dirais-je, je parle de l'enseignement, je ne parle pas de la vie sportive ni rien, mais parce que dans l'enseignement mixte, justement, vous avez des faux problèmes, des problèmes de relations entre filles et garçons qui ne se posaient pas chez nous quand on était évidemment dans les classes de 5e, 4e, 3e. Ça se passait à l'extérieur de la classe, mais pas dans la classe. Et là, je vois des rivalités de filles et de garçons déjà en CM2. Enfin,
pour moi, c'est horrible. Enfin, quand je compare avec ce qu'on connaissait, c'est horrible. Et je vois justement que, au lieu de conserver une liberté d'apprendre ou de découvrir la vie ou même de l'imaginer, vous avez au contraire des conflits, entre guillemets, d'adultes, voyez-vous, qui sont à l'âge de 9 ans, 10 ans. Oui. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas, bien sûr, pousser davantage l'instruction. Non, on ne peut pas pousser l'instruction puisque vous êtes l'enfant est pris par d'autres liens. Voilà. Alors vous imaginez quand vous avez les enfants, les parents me disent même qu'ils ne voient qu'à 12 ans, ils voient des personnes de 15-16 ans, c'est-à-dire l'âge de 13-14 ans, qu'on appelait l'âge ingrat, n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus il y a un âge ingrat, si vous voulez, vous connaissez l'expression, mais Oui. il n'y a pas on a supprimé l'imagination. C'est-à-dire qu'on a supprimé l'adolescence. Ça, c'est Oui, c'est vrai. Vous voyez ça, Mézi. Et alors, ce qui me revient, c'est que je voyais bon, c'est vrai qu'on l'a caricaturé, mais enfin, je voyais dans Platon, quand on nous faisait faire au lycée, en préparation, les dialogues de Platon, on avait affaire à des jeunes gens et des vieillards. Alors évidemment, on a mis ça sous une forme un peu, on a caricaturé et calomnié d'ailleurs, mais ça permettait de développer la dialectique, etc., etc. Oui, il y a une certaine vivacité, il y a une vivacité, le sens d'aller directement aux difficultés quand on est jeune. Oui, je me rappelle des discussions qu'on avait. Évidemment, c'était plus intéressant les discussions qu'on avait à l'âge de 17, 18 ans, 19, 20 ans, que les discussions ensuite à la trentaine, évidemment. Ben oui. Mais bien, on ne s'en rend pas compte quand on est quand on a cet âge. Mais après, quand on prend du recul, oui, on se dit, on avait un esprit plus ouvert. Pas plus ouvert, mais on avait un champ qui s'ouvrait davantage. Et on avait d'ailleurs une activité intellectuelle plus large, parce que ah oui, une productivité même. Productivité, j'entends par productivité le fait de produire des idées, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Produire des idées, oui. Et ceci, alors quand vous le dites, bon, quand vous le dites, il n'y a que les grands-parents qui écoutent, les autres n'écoutent pas. Les autres, enfin bon, ça peut aller jusqu'au. Nous ne sommes pas de la même génération, m'a dit une fille. Ben, j'ai dit, vous êtes de la génération de la troisième, quoi. Oui. Je pense qu'on pourra un jour aborder le sujet de l'éducation nationale Ah oui, bien sûr, mais notre vidéo. Ce sera très intéressant, puis vous savez que moi, c'est un sujet qui me passionne. Oui, mais à juste titre, oui. Oui, je pourrais vous donner des exemples, oui, des exemples modernes, actuels, oui, puis surtout des exemples, mon Dieu, mais il n'y a rien de terrible en classe quand j'étais encore dans les années 80. J'amenais les manuels d'anglais, pas de philo, manuels d'anglais de 5e, 4e, 3e. Les élèves étaient écrasés. Enfin, quand ils voyaient ça, ils se disaient, mais c'est pas possible, vous avez vu ça? Je dis oui, avec des grands-mères, tout ça. Tout ceci, je l'ai vu disparaître. Oui. Alors, si vous avez vu ça disparaître, vous imaginez ce que nous allons, nous, voir disparaître d'ici quelques mois, d'ici quelques 2 ans, 3 ans. Nous allons rentrer dans un désert. C'est vrai. Ça va être la traversée du désert, là, on peut dire, oui. Oui. Le vrai. Oui. Voilà, mais écoutez, merci. Je vous remercie. Je ne vais pas si vous avez une question à me poser, vous poser à Michael, oui. Je pense qu'on a abordé tous les sujets. Michael, est-ce que tu as des questions? Moi, non, écoutez, ça ira. Ça va. Bon, je pense qu'on peut arrêter là, et puis très bien, on reviendra vers vous pour d'autres thèmes, et puis merci. On reproduira cette expérience. Merci pour votre participation à tous les deux. C'était un réel merci à toi. Merci à toi. Oui, merci, Mézi, merci. Et merci, cher Pierre. Merci aussi, merci, Michael. Merci. Très bien. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.